Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire. Ils sont chargés de la sécurité des engins et des voitures à l'entrée de certaines institutions et même des marchés. On les appelle les gardes vélos, immersion dans leur univers dans ce journal. Et puis on parle du syndrome des ovaires polykystiques, un trouble hormonal qui touche une femme sur 10 dans le monde et qui peut causer l'infertilité. Enfin, le Bénin est un grenier de richesses en matière de patrimoine immatériel tel que la danse, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, c'est un pilier qui indique une destination vendable. Ce 4 octobre, c'est la journée mondiale des animaux, un événement célébré dans le monde entier pour attirer l'attention des gouvernements, mais aussi des citoyens sur l'importance du respect de la vie animale. Qu'il s'agisse des animaux de compagnie, des animaux sauvages ou encore des animaux d'élevage, ils méritent d'être mieux traités. Et pour les protéger, il est important de respecter leur lieu de vie naturel, de leur assurer un cadre de vie affectueux et de s'engager à ne pas les abandonner. Et si la date du 4 octobre a été choisie pour célébrer les animaux, c'est bien parce que c'est la fête de Saint François d'Assise, reconnu pour avoir manifesté tout au long de sa vie un grand amour pour les animaux. Il affirmait que chaque créature vivante de la terre, qu'il s'agisse d'un insecte, d'un oiseau ou d'un animal de compagnie, mérite le respect. C'est pourquoi Saint François d'Assise est considéré comme un grand défenseur de la cause animale. Et eux, ils font partie du décor qu'offre la façade de plusieurs entreprises et institutions à Cotonou. Ils assurent la sécurité des motos pour permettre aux propriétaires de ces engins à 2 roues ou autres de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Cette activité en plein essor semble néanmoins nourrir son homme. C'est ce que nous dit ce reportage. Nous venons à 7h et à 20h, nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de moto. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos. À Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillions les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus. Le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs. Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. Cette activité est très rentable. C'est une bonne activité. Tu payes 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde-vélo. Nous assumons les besoins de notre famille. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon. Ça nourrit dans ma question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main. Elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs. Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale.
On s'intéresse à présent au syndrome des ovaires polykystiques, également appelé dystrophie ovarienne. C'est une pathologie qui touche une femme sur 10 dans le monde. Un trouble hormonal responsable de l'infertilité chez la gente féminine. Le syndrome des ovaires polykystiques engendre aussi des syndromes très variables d'une femme à une autre. Amandine Agnambossou nous en parle dans ce reportage. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone, des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé. Donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie, heureusement. Des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. On parle culture à présent avec les danses traditionnelles. Le Bénin en compte plus d'une centaine dans son répertoire des arts et cultures. Elles constituent une immense richesse du patrimoine culturel. Et comme la musique, chaque danse porte un nom et peut-être une offre touristique. Comment cela est-il possible? Sur quel levier culturel les gouvernants doivent agir pour mieux vendre le tourisme à travers les danses traditionnelles? Rapi Goudou, gestionnaire de patrimoine culturel, propose dans l'élément à suivre quelques pistes de solutions. Il y a le Zenli, que tout le monde connaît, qui est rénové par une icône à l'Ekweraou. Il y a le Rungan, il y a le Doba, il y a le Toba Ragné, il y a... Donc ça, je vis déjà un peu vers la zone Marie, pour dire qu'il y a le Toba, il y a le Tiengoumen, il y a le Abadja, du côté du Mono, il y a le Atchipé, il y a le Gogourou, il y a le Zenli Bété, du côté de Saroué, il y a le Akoto Zenli, du côté de Lomé, il y a par exemple le Tipenti, du côté de l'Atakora, il y a le Tilaberi, du côté de Wama, il y a le Atcharoun, il y a le Adjogan, au niveau de Lomé, par exemple, de Porto Novo, c'est une danse princière. Potentiellement, c'est une offre touristique, mais de façon pratique, cela vient accidentellement. Pendant le 10 janvier, la période du 10 janvier,
Il y a le professeur Aladé Kofi, qui est aujourd'hui un trésor humain vivant en matière de danse traditionnelle au Bénin, qui organise le Festival international de la danse Agogo. Et ce festival, quand les gens finissent les visites touristiques dans la journée, le soir, ils viennent justement à la place du Fort Français pour se divertir, pour voir encore un autre aspect, l'aspect immatériel de notre richesse touristique. Donc, ils le vivent en direct donc, de la scène et c'est plusieurs danses, variétés de danses qui se pratiquent devant eux. Donc, cela leur donne le goût de revenir chaque année. C'est là où l'importance, toute l'importance de la mise en tourisme du patrimoine immatériel, notamment des événements qui promeuvent les danses traditionnelles, ce que les autres n'ont pas chez eux, les rituels, les savoir-faire. Quand vous prenez par exemple le Rougan d'Abomey, vous allez voir des pagnes tissées avec des tentures, des dessins qui sont uniques, des toiles appliquées. C'est ça en fait. Et donc les gens vont être attirés par ça pour dire « Ah ça, je veux bien voir ça » et l'artisanat accompagne. Direction les Comores où les femmes s'activent avec énergie dans la création de l'emploi, de l'entrepreneuriat en passant par les activités génératrices de revenus. Elles n'entendent pas baisser les bras pour assurer la survie de leur famille. Allons à la découverte de 3 femmes comoriennes qui excellent dans l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. L'émancipation de la femme comorienne ne se limite pas au niveau de l'administration publique. Certaines manifestent un esprit de créativité et se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est le cas de Nadjma Mhadji, qui s'est lancée dans la production du lait caillé et yaourt, une idée qui l'animait depuis son jeune âge. Je me suis lancée dans cette production parce que c'est un projet à cœur, la production des yaourts. C'est un projet que je tenais depuis. Du coup, je me suis lancée dans ce produit. C'est depuis 2019 qu'elle s'est lancée dans cette activité génératrice de revenus qui exige de grands moyens financiers. On a commencé par nos moyens de bord et puis la BDC nous a octroyé un crédit qui nous a fourni, qui nous a permis de nous acheter ces machines que vous voyez là. Et pour cette occasion, alors, je voudrais remercier la BDC pour leur assistance. Elle arrive à produire chaque jour 100 litres de yaourt et 150 litres de lait caillé, en dépit des biens de problèmes auxquels elle fait face. Les difficultés que nous rencontrons, c'est le délestage et l'acheminement des emballages depuis Madagascar. Cette jeune entrepreneuse sollicite un appui financier de la part des personnes de bonne volonté pour pouvoir promouvoir son projet. Le soutien que nous aimerions avoir, c'est juste avoir des groupes électrogènes ou les panneaux solaires pour qu'on puisse travailler même s'il n'y a pas d'électricité de la maman. Parce que ça nous freine beaucoup. Regardez actuellement, on n'a pas de lumière, on ne peut pas travailler. J'ai la machine de soufflage, je pourrais faire parvenir ces bouteilles en toute petite taille, comme ça je vais les souffler ici, si je pouvais avoir la machine de soufflage. Nadjma Mhadji n'est pas la seule à se livrer à ce genre d'activité. Naslatim Shangama fait partie des femmes dévouées à l'agriculture, plus particulièrement dans la culture des tomates. Elle est bibliothécaire au CNDRS, mais elle a opté pour ce deuxième métier pour montrer aux femmes comoriennes qu'il n'y a pas de ce métier. Je souhaitais encore, pour les autres filles comoriennes comme moi, de travailler. Peu importe le travail, nous devons travailler. C'est cette année qu'elle a débuté cette activité dans l'espoir de joindre les deux bouts. Je n'ai pas encore de résultats car c'est la première fois que j'entraîne dans ce travail. Les femmes comoriennes ne baissent pas pour autant les bras pour la survie. Daifati Boundjad est une mère de 4 enfants. Elle n'a pu aller loin dans ses études. Au lieu de rester inactive, elle s'est lancée dans la couture en confectionnant des robes appelées communément kanzu. Grâce à ce travail, elle arrive à subvenir aux besoins de la famille. La pandémie du Covid-19 constitue pour elle un obstacle majeur. À l'en croire, c'est en cette période de grandes vacances qu'elle reçoit des commandes des associations. Actuellement, elle ne confectionne que 2 à 3 robes par jour.
Des femmes et jeunes hommes s'activent à la création des petites et moyennes entreprises. Au moment où le gouvernement s'engage à un projet facilité emploi pour inciter à la création d'emplois. Pourquoi n'engagerait-il pas ses moyens financiers pour accompagner celles et ceux qui tentent de joindre les deux bouts? Et c'est la fin de ce 19h45 que vous pouvez suivre en replay sur le site de l'ORTV, www.ortv.bj. Prenez soin de vous et bonne fin de week-end à toutes et à tous.